Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live où on va parler du CRPE 2022 et qui s'intitule Pourquoi et comment s'y prendre dès maintenant. Donc un peu ambitieux comme programme ce soir. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir pourquoi il faut commencer, c'est pas trop tôt, non, de commencer dès maintenant à préparer un concours qui aura lieu l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir les nouvelles épreuves. Certains d'entre vous ne les connaissent pas, peut-être pas bien, mais on va les repasser en revue. Et nous allons voir aussi des petits conseils pour organiser son année parce que c'est un temps long qui vous attend et donc qu'est-ce qui va être important de travailler. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot Valec, je suis responsable de la préparation Objectif CRPE depuis son lancement il y a maintenant 4 ans et donc j'accompagne tous les ans des centaines de candidats au concours. Donc, bonsoir. Alors, qui est-ce qu'on a dans le chat? Bonsoir à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à me dire pour que je vois un peu le profil qui est là, si vous êtes déjà décidé pour 2022 ou non, si vous savez déjà un peu quelle est cette fameuse réforme dont on va parler bien sûr tous ensemble un peu après. N'hésitez pas à me le dire, comme ça me permet un peu de me rendre compte qui est là. Je vois qu'il y a des camélias, je pense, qui sont là ce soir. Ce sont notre promo pour 2021. Mais surtout, j'espère qu'il y aura des futurs Magnolia, puisque c'est la promotion d'Objectif CRPE pour 2022. Puisque nous sommes une préparation, comme peut-être vous le savez pas tous, mais nous sommes une préparation au concours à distance. On vient quand même d'une communauté autour de candidats autour du CRPE et donc c'est pour ça qu'on fait régulièrement sur notre page des lives ou sur le concours ou des lives sur des éléments qui peuvent intéresser vous tous, passionnés de pédagogie comme vous devez tous l'être, hein, futurs candidats, futurs PES peut-être déjà dans l'enseignement, parce qu'il y en a aussi qui sont contractuels, qui sont là ce soir, je pense, ça arrive beaucoup. Donc voilà, on n'hésitez pas à nous suivre, on fait des lives un peu, au moins une fois par mois. Et donc, il y a Mélina qui est avec moi ce soir. Mélina qui répondra à la plupart de vos questions pour me laisser concentrer sur le live et donc me concentrer sur le live. Mais je répondrai quand même à des questions, ne vous inquiétez pas, je vais vérifier. Alors, Christelle qui a déjà vu le live sur la réforme du CRPE, je vais quand même reprendre pas mal d'éléments de cet ancien live puisque je vais réexpliquer les épreuves. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne les connaissent pas encore bien, donc on va passer un petit peu de temps dessus. Après, si vous les connaissez tous dans la grande majorité, je passerai rapidement, mais effectivement, ça peut peut-être te paraître une redite pour quelques instants. Voilà. Voilà, cool, il y a plein de gens qui sont contents, il y a des futurs Magnolia, donc super. Alors, pourquoi s'y prendre maintenant? C'est vrai que beaucoup peuvent se dire, attends, c'est tranquille, c'est un concours qui a lieu dans 1 an et demi, réfléchis un peu. Alors, pourquoi s'y prendre maintenant? Vous allez vous en apercevoir très vite. On va le voir après quand on va détailler les épreuves, mais le CRPE, c'est un sacré programme. C'est un sacré programme, et c'est encore plus un programme quand vous venez, vous êtes comme 90% de nos étudiants, peut-être qu'il y en a qui sont en reconversion professionnelle. Donc, vous venez pas du milieu de l'enseignement. Du coup, il va falloir acquérir toute la posture de l'enseignant au fur et à mesure de votre préparation, et ça, il y a pas mal de connaissances et de savoir-faire à intégrer, donc ça va être un gros boulot, et aussi, si ça fait quelques temps qu'on n'est pas retourné sur les bancs de l'école, ou du moins, oui, que le lycée nous semble loin, il va falloir réviser ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, en maths et en français, en gros, les bases, la grammaire, les mathématiques, jusqu'au niveau 3e, un peu de l'analyse, la lexicologie, voilà, toutes ces joyeusetés qui composent les savoirs fondamentaux. Et pourquoi ils sont si essentiels? Eh bien, n'oublions pas qu'on est là ce soir parce que vous voulez devenir professeur des écoles. Donc, votre but, c'est d'enseigner ces savoirs fondamentaux. Et on ne peut pas les enseigner si on ne les maîtrise pas. Et donc, il faut en avoir une très bonne maîtrise. Et ça, c'est aussi un gros boulot. Et donc, on va le revoir ensemble, mais il va falloir le faire pas à pas. Et c'est pas trop tôt de commencer maintenant. Alors, comme je vous ai dit, le CRPE, c'est un vaste programme. Ce programme, il est incompressible. Hein, vous n'allez pas faire des impasses. Ils vont pas couper des morceaux du programme. Et donc, si vous le préparez de maintenant, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous rapporte de gagner du temps. Toutes les semaines, moi, il y a des gens qui vous diront, moi, je me suis préparée au CRPE en 3 mois. Il y en a qui l'ont fait.
Oui, ça existe. Mais déjà, quel était leur niveau de base? Quel temps ont-ils accordé à la préparation? S'ils travaillent 15 heures par jour, oui, certes, c'est possible. Mais franchement, quand on a une vie familiale à côté, ou une vie étudiante, ou une vie professionnelle, qu'on veut mêler ça et la préparation au concours, eh bien, on n'a pas 70 heures par semaine à accorder. Et donc, le plus important, c'est d'étaler le plus possible sa préparation, puisque le programme, il est là. Et donc, que vous le préparez en 3 mois ou en 1 an et demi, bah, il y a la même quantité de connaissances à savoir. Donc ça, c'est une des raisons principales. C'est un peu flou. Alors, non, c'est bon, ça se règle. Donc ça, c'est une des raisons principales. La deuxième raison pour laquelle c'est important de s'y prendre dès maintenant, c'est que quand on est dans la précipitation, enfin dans la précipitation, 3 mois, vous allez me dire c'est pas une précipitation, mais plus on peut étaler, plus on va pouvoir répéter, s'entraîner, on va pouvoir intégrer. Ouais. Et je crois que la caméra, elle fait de la mise au point. Pardon, Jordan va m'aider du coup, et il va baisser un peu le son parce que certains... Voilà, je suis de retour, excusez-moi, le son a été coupé. Oui, je parle très fort. Le son a été coupé 2 secondes parce qu'on était en train de régler la caméra pour pas qu'il y ait ce zoom intempestif. Donc, j'en étais où? Ah oui, étaler sa préparation, ça vous permet aussi d'acquérir des mécanismes et d'améliorer votre mémorisation. Moi, je vais vous dire quelque chose. Surtout, si vous êtes en reconversion professionnelle et que ça fait quelques temps que vous n'avez pas fait d'études, le début, ça va être dur. Ça va être dur parce que ça fait longtemps, on n'a plus l'habitude d'apprendre comme on apprenait à l'école. Hein. Franchement, quand on travaille dans la vie de tous les jours, ce n'est pas les mêmes mécanismes. On sollicite sa mémoire, mais pas de la même façon. Et donc, travailler, se mettre devant des cours, au début, c'est pas facile. Et moi, il y a beaucoup d'élèves où je leur dis, faut s'accrocher parce que ça va s'améliorer et très vite, vous allez commencer à faire des liens, vous allez commencer à mémoriser, à acquérir des automatismes. Et ça, plus vous avez de temps, mieux ça sera fait et plus vous serez prêt pour le concours. Donc ça, c'est une deuxième raison pour laquelle il faut reprendre le contact. Il faut reprendre la préparation le plus tôt possible, bien entendu. Donc on l'a dit, gagner du temps parce que vous avez souvent des vies chargées, étaler le programme le plus possible et améliorer votre maîtrise de tous ces éléments grâce à un apprentissage et des entraînements réguliers. Alors, ça, c'était la grande question. Maintenant, comment s'y prendre? Alors ça, c'était c'est un peu perturbant pour les candidats qui se préparent cette année, puisque l'année dernière, à cette époque-là, je vous disais, il faut connaître les conditions d'accès et les épreuves. Sauf que, petit point sur les nouvelles conditions d'accès. Eh bien, il n'y a pas encore eu de communication officielle sur les conditions pour 2022, mais je tiens à vous faire un point. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il faut que vous sachiez très vite si vous pouvez le faire ou pas, ce concours. Bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le concours est déplacé en fin de M2 pour les Master MEF. Ça, c'est écrit sur le site Devenir enseignant. Donc ça, on le sait. A priori, ils vont donc demander le même niveau pour les candidats qui passent le concours externe. Aujourd'hui, les Master MEF le passent en M1, on demande un M1. Donc ça va être, a priori, le même programme. Sur le troisième concours ou le second concours interne, qui sont 2 autres voies d'accès, le troisième concours, je rappelle, c'est pour les personnes qui ont travaillé 5 ans dans le secteur privé, et le second concours interne, c'est pour les personnes qui ont 3 ans d'expérience dans un service public et un niveau licence. Eh bien, eux, on n'a pas mentionné ces concours actuellement, mais ce qu'on peut se dire, c'est que leurs voies d'accès ne sont pas inhérentes au CRPE. Le troisième concours, ça existe dans plusieurs concours de la fonction publique, et pas que de l'enseignement. Et donc, a priori, les conditions ne devraient pas changer. Et les dérogations. En effet, il existe une dérogation de diplôme. Si vous êtes parent de 3 enfants ou si vous êtes sportif de haut niveau, vous pouvez ne pas avoir à présenter ce fameux niveau master. Bien, dans ce cas, on n'en a pas encore entendu parler explicitement, mais pareil, cette dérogation, ce n'est pas que pour le CRPE, ça existe dans d'autres concours de la fonction publique, donc a priori, elles vont être reconduites. Donc, si vous avez un niveau M1, il faudra a priori faire un niveau M2, donc il va falloir s'inscrire à un Master 2, ou être dans les autres catégories qui seront, elles, a priori, toujours là, puisque le troisième concours, il est dans l'arrêté du nouveau CRPE, donc il sera là, et là, c'est 5 ans dans le privé. Le second concours interne, il est écrit noir sur blanc dans l'arrêté, donc là, c'est pareil, 3 ans service public, un niveau licence. Il y a juste la dérogation de diplôme, mais je vous le répète, cette dérogation, c'est pas que pour le CRPE, donc, a priori, elle devrait encore avoir lieu. Voilà. Mais du coup, si vous êtes dans toutes les catégories que je vous ai dites, vous pouvez le passer. Si vous avez un niveau M1 et que vous n'avez que ça, là, effectivement, il faut le savoir.
il va falloir vous passer un autre master. Et donc, à Merle, concernant le M2, ce sera obligatoirement master MEF. Non, pas du tout. On rappelle que c'est un concours de la fonction publique et que c'est accessible pour tous ceux qui ont un M2 disciplinaire. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle ils ont placé le concours en M2, c'est qu'il y a énormément de candidats qui avaient un M2 d'une autre discipline qui présentaient et étaient lauréats du concours, et c'est aussi pour harmoniser. Donc, a priori, un autre master sera possible. Voilà, ça c'est mon petit point. Donc c'est un peu frustrant pour vous parce qu'on n'a pas encore toutes les certitudes. Mais déjà, si vous êtes sur toutes les autres catégories, donc troisième concours, second concours interne, et que vous avez un M2, c'est bon pour vous. Maintenant, la question, si vous n'avez qu'un M1, là oui, il va falloir vous inscrire en master si vous voulez passer le concours. Et si vous ne rentrez pas dans les autres catégories. Alors, on continue, on va faire un petit point sur les nouvelles épreuves. Alors, nouveauté, cette année, il y a 3. Donc, on va voir que le programme, il est encore plus costaud que l'année dernière. Donc, c'est d'autant plus vrai qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Il y a 3 épreuves écrites. Il y a une épreuve disciplinaire de français, une épreuve disciplinaire de maths, une épreuve écrite d'application, 2 épreuves orales. Je vais revenir sur chacune d'entre elles, je vous rassure. Très important. Ça, c'est quand on regarde le détail des points. Eh bien, on s'aperçoit que les 3 épreuves écrites, c'est 11% chacune. Donc, en français, 3 parties, maths aussi, et une épreuve d'application. Je vais les redétailler. Là, c'est juste pour qu'on ait un petit point de vue. Et donc là, on a 11%, 11%, 11%. 44% sur l'épreuve de didactique, l'épreuve de leçon, 22% sur l'épreuve de CSE, EPS. Vous pourrez télécharger mon support si vous voulez ce tableau-là. Je ne vais pas le redétailler pas à pas, ce n'est pas le plus pertinent, mais vous pouvez le télécharger, il y a le lien dans le chat et ça vous permettra d'avoir ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque d'important puisque vous passez un concours? Donc, si vous passez un concours, vous êtes là pour être stratégique. Le but, c'est d'avoir le plus de points et plus de points que tout le monde. C'est bien ça le but. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? 1/3 seulement des points sur les épreuves écrites, comme aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas se dire « je ne travaille que les maths, que le français », ça je le répète à mes étudiants toute l'année. On ne peut pas se dire « je travaille que les maths et le français, je verrai après pour les oraux ». Quand il y a 2/3 des points sur les épreuves orales, c'est trop risqué pour vous. Ok? 44% des points sur les épreuves didactiques, l'épreuve de leçon, et il y a autant de points. Regardez, juste, hop, je m'en mets là. Il y a autant de points sur le PS que sur une épreuve de maths ou français. Donc c'est important parce que là les gens ont souvent tendance à se dire je laisse le PS de côté. Or, c'est tout un monde pour vous. Si vous ne connaissez pas la théorie de l'EPS, vous allez voir, pas comme les maths et le français, on a l'habitude. Et donc, s'y prendre dès maintenant, ça vous permet de mieux vous l'approprier. Alors, voilà, je regardais un peu les questions, mais Mélina y répond très bien. On va passer épreuve par épreuve. Alors, comment ça va finir mon live? Là, je vais faire toutes les épreuves. Je vais vous dire des conseils et comment nous, on prépare. Ensuite, on va ensemble voir des conseils pour s'organiser sur l'année et ce qui va être important à travailler, qu'on vous oubliez peut-être, on va en reparler. OK? Alors, en français, c'est 3 heures d'épreuve. C'est 3 parties. Donc, vous allez avoir un texte de 40 à 600 mots qui va être le centre de l'épreuve, sur lequel vous allez avoir des questions d'études de la langue, grammaire par exemple, stylistique, des questions de lexicologie qui prend une certaine importance dans le CRPE et un raisonnement rédigé sur une question qui est posée par ce texte. Donc ça correspond à peu près, donc voilà, c'est une question en rapport avec le texte et il va falloir faire une réponse cohérente, structurée. Donc ça va apporter des mécanismes à la fois du commentaire de texte, un peu de l'analyse que ceux qui sont habitués, qui ont déjà passé le CRPE peuvent connaître. Et ça correspond en gros à une partie 1 et 2 de l'épreuve de français actuelle revisitée. Donc ça, c'est pour le français. Donc il y a une grosse remise à jour quand même sur toutes les notions de grammaire, de fonction des mots, des temps, de la valeur des temps, des modes de temps, tout ce genre de choses qu'on oublie quand on travaille parce qu'on ne se pose pas des questions. Là, il va falloir les réapprendre parce que concrètement, a priori, les questions, ça va être un peu comme la partie 2 aujourd'hui sur la partie étude de la langue. Ça va être identifier les modes et les valeurs des temps, justifier leur emploi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, identifier les fonctions de toutes les expressions soulignées. Voilà, les natures et les fonctions des mots. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, va falloir se replonger dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être un enjeu sur cette épreuve de français parce que, encore une fois, elle est lourde. Il y a quand même 3 parties assez costauds, donc il va falloir les faire en 3 heures. La lexicologie prend une partie à part entière cette année, donc pour le 2022. Donc là, il va falloir mettre le paquet là-dessus. Et n'oublions pas, ils le disent partout dans l'arrêté, mais
on est là pour recruter des professeurs des écoles, donc des gens qui vont enseigner la langue française, vont apprendre, et donc il va falloir la maîtriser parfaitement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir identifier si vous avez des petits problèmes, que ce soit d'orthographe, d'expression, de syntaxe, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais il va falloir les travailler. Et ça, c'est en plus, hein, et ça, va falloir le maîtriser. Voilà là-dessus. Donc nous, comment on prépare? Effectivement, on commence par la remise à niveau disciplinaire, hein, en grammaire surtout, on fait tout le tour du programme. Ça commence maintenant. Là, les élèves, ils ont accès à ça quand ils se connectent pour la première fois. Ils vont avoir des modules qui vont défiler, donc c'est à chaque fois des modules de cours de 2 heures, il y en a 10 sur toutes les parties du programme, jusque au mois d'avril, et ensuite ils les auront bien sûr dans la Respace jusqu'à la fin, parce que nous, c'est des modules en vidéo accessibles en replay. Donc ça, c'est pour la base, parce que nous, on trouve ça hyper important et on ne peut pas commencer le français tant qu'on ne se débarrasse pas de tout ce notionnel-là. Et ensuite, pendant l'année, on va travailler la lexico, on va travailler l'analyse, la rédaction, la problématisation. Ces genres d'éléments vont être travaillés. La clé, c'est l'entraînement. Ça, je ferai que vous le répéter. Alors là, on est en attente des sujets zéro. Effectivement, tant qu'on n'a pas les sujets zéro, donc le ministère publie des sujets zéro, parce que sans ça, les candidats ne peuvent pas se préparer. Hein, donc rassurez-vous, il y en aura. Et donc après, il y aura des concours blancs pour vous entraîner et surtout vous faire corriger. Et ça, c'est très important aussi. Donc vraiment, on remet le national. Donc ça, là, je vous parle de notre préparation, parce qu'on se dit que notre préparation, on essaye de la faire la mieux possible. Mais voilà, se débarrasser du notionnel, travailler ensuite toutes les questions de rédaction et s'entraîner sur des questions types, et bien sûr s'entraîner sur des épreuves en temps réel en 3 heures, parce que c'est pas pareil de faire des petits exercices de grammaire que de faire 3 heures de devoir d'un coup, où on passe de la lexico, on fait de la grammaire, on fait voilà tout ça. Important. Alors, ensuite, on va passer aux mathématiques. Deuxième épreuve disciplinaire, comme je vous ai dit, hein, de toute façon, ce n'est pas une surprise. Hein, Jean-Michel Blanquer, depuis qu'il est là, il remet au cœur des programmes de l'enseignement les savoirs fondamentaux, et donc les maths et le français. Et donc, ça prend une importance. Alors, il y avait déjà des épreuves d'admissibilité là-dessus, mais c'est encore là, et il va falloir les maîtriser. Donc, 3 heures, au moins 3 exercices indépendants, c'est tout ce qu'on sait. A priori, ça va être la même chose à peu près, basée sur le programme de 3e. On peut se dire que c'est l'épreuve qui va le moins changer. Hein. Alors avant, il y avait une partie didactique, mais ça correspond encore une fois aux parties 1 et 2 du CRPE actuel. Donc là, il va falloir reprendre les bases de maths. Alors certains d'entre vous les connaissent peut-être bien, mais là on parle de c'est quoi une médiatrice, une bisectrice, mesurer un angle, faire des calculs, voilà, tout ce genre. On va pas faire des dérivés de ce genre de choses, mais quand même, il y a besoin de rudiments d'algèbre, de rudiments de géométrie plane, de calculer des aires, des volumes, ce genre de choses et de joyeuseté qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours et sur lesquelles il va falloir se remettre à niveau. Et donc là, c'est pareil. Nous, on commence par ça. Là, on fait les bases des maths. En ce moment, les élèves, je ne sais pas s'il y en a, ils peuvent vous le dire, mais on passe par les bases de la géométrie plane et on fait ça. Comment on trace une médiatrice, une bisectrice, tout ce genre d'éléments qu'il faut maîtriser, parce que sans ça, on ne peut pas aller sur le fond du programme de 3e et on ne maîtrise pas. Surtout, on n'est pas en maîtrise. Donc ça, c'est hyper important. Et après, pendant l'année, on va bien sûr approfondir pour faire tout le programme. Et pareil, entraînement, entraînement. Donc là, on n'a pas les sujets zéro. Donc en attendant, ce sera des entraînements sur des exercices types. Ça, on a l'habitude. Et dès qu'on a des sujets zéro, il y aura de la production de sujets originaux pour vous faire travailler en conditions. Voilà pour ça. Alors, on va passer à la fameuse épreuve écrite d'application, grande nouveauté de ce CRPE. Alors, c'est 3 heures aussi. L'objectif, c'est d'apprécier, c'est important de revoir, vous allez le voir, on va en reparler après, toujours comprendre les objectifs. Donc là, c'est comprendre la capacité du candidat à proposer une démarche d'apprentissage et cohérente et montrer une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus. Donc en gros, c'est une épreuve. Le candidat recevra un dossier avec des travaux issus de la recherche, des documents pédagogiques, et à partir de ça, il devra concevoir et ou analyser une séquence ou une séance. Ok. Donc c'est de la didactique appliquée à d'autres domaines, puisque il y a 3 sujets, donc vous allez avoir 3 sujets de géologie, et vous allez avoir soit sciences et technologies, soit histoire, géographie, EMC, soit art. Je vais redétailler après. Alors, sciences et technologies, donc là, c'est sur le domaine sciences et technologies, conception et ou analyse d'une ou plusieurs séquences. Ça, c'est le sujet. Et vous allez devoir travailler là-dessus à l'écrit. Alors, on ne sait pas encore exactement combien il y aura de questions,
Hein, donc ça va aussi, et quelles vont être la forme des questions. Mais a priori, on va vraiment être dans la posture de l'enseignant, vraiment dans quelque chose de très professionnel, beaucoup plus professionnalisant que la partie didactique d'avant, où on devait réciter des compétences, par exemple, des choses comme ça, qui ne sont pas vraiment inattendues d'un enseignant. Donc là, on veut calquer un peu plus à ce que vous allez devoir faire à la rentrée. Et de toute façon, voilà, le travail que vous allez faire pour ce concours ne vous fera que vous servir pour votre prise de poste. En EMC, Histoire et Géo, là, une commission va prendre 2 thèmes sur les 2 enseignements sur les 3 mentionnés. Le jour J, vous allez avoir un sujet donc, avec 2 sur les 3. On ne sait pas quand est-ce que ça va être affiché. Et là, pareil, conception et ou analyse, on est sur les mêmes règles hein, pour tous les 3 sujets. Pareil pour art, 2 enseignements sur 3 parmi éducation musicale, art visuel, histoire des arts. Voilà. Et donc là, c'est une épreuve notée sur 20 points. Elle fait peur à beaucoup d'entre vous. Alors, c'est un mix entre la didactique, puisque c'est à l'écrit, la mise en situation professionnelle pour ceux qui le savent. Elle fait peur, mais n'oublions pas, c'est qu'il faut se rappeler, c'est que cette épreuve, elle compte pour 11% des points. Elle vaut autant que le français et les maths. Donc, il faudra passer du temps dessus. Il faudra se prendre la tête là-dessus. Il va falloir acquérir des éléments. Mais il ne va pas falloir que ça soit le cœur de votre préparation et vous faire un stress toute l'année là-dessus. Ok, donc va falloir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que vous commenciez à acquérir du vocabulaire de base. C'est quoi une séquence? C'est quoi une séance? Comment on fait pour les établir? Comment on fait une fiche de progression? Tout ce genre de choses. Comment ça se passe en fait en classe? Quel est le métier d'un professeur des écoles? Ça va vous permettre de vous projeter là-dedans. Et tout ça, bien entendu, ces domaines d'enseignement, c'est pas au hasard, c'est les domaines qui sont dans les programmes. Donc vous allez devoir savoir, bah oui, comment on enseigne l'éducation musicale à l'école. Hein, qu'on commence à enseigner, à partir de quelle classe, qu'est-ce qu'on fait pour les cycles 1, qu'est-ce qu'on fait pour le cycle 2, qu'est-ce qu'on fait pour le cycle 3, et ça, vous allez devoir le savoir. Et ça, il va falloir donc s'appuyer sur les programmes, s'appuyer sur EduSchool, et en même temps acquérir le vocabulaire et la méthode. Alors, on ne va pas attendre de vous, attention, on n'est pas là pour avoir des enseignants déjà formés. Hein, on est là pour que vous montriez que vous avez une connaissance, que vous vous projetez dans le métier, et surtout que vous n'allez pas être un danger pour les élèves, parce que c'est bien ça l'unique préoccupation, et que vous allez pouvoir être un collègue des jurys qui sont eux qui vous jugent. Donc, a priori, il faudra à peu près avoir un niveau 3e sur ces sujets. La question des connaissances disciplinaires, je sais que ça en stresse beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'il y aura des documents hein, qui vont vous aider, que ça ne va pas y avoir des questions de cours purs. On attend quand même les sujets zéro pour savoir exactement, mais c'est quand même une épreuve professionnelle qui est là pour montrer votre capacité à vous projeter dans le métier. Donc, sur le choix, parce que donc, le jour J, vous allez avoir 3 sujets. Donc, quelle est la meilleure stratégie? Moi, je dirais, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, et je pense que c'est 99% d'entre vous, bah, vous allez vous mettre à fond dans une des 3 voies. Hein. Vous allez prendre Sciences et Techno, vous allez prendre EMC Histoire Géo, vous allez prendre les arts, en fonction de votre appétence, en fonction de votre expérience. Hein. Si vous avez été géographe, bah là, pas de... Enfin, là, il ne faut pas se leurrer, un peu comme pour le dossier aujourd'hui, hein, mais vous allez prendre l'un des 3 enseignements, Histoire, Géo et EMC. Si vous avez, à contrario, fait partie d'une chorale, avez fait de la musique, ces choses-là, vous allez partir là-dedans. Si vous n'y connaissez rien en musique, vous allez peut-être laisser ça de côté. Donc, effectivement, là, on a mis équivalent du dossier, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est un peu plutôt, pardon, j'ai repris, mais en fait, c'est même un peu différent. Ça va s'approcher pas mal de ce que vous avez pu faire en mise en situation professionnelle pour ceux qui connaissent, mais à l'écrit, qui est une sacrée différence et avec beaucoup moins de points alloués. Voilà, voilà. Donc nous, comment ça va se passer? Bah, va y avoir déjà un sacré socle à acquérir de base. Nous, un des premiers cours qu'on fait dans l'année, c'est sur s'approprier les programmes très généraux pour expliquer aux gens l'esprit des programmes. Parce que vous allez voir, c'est assez imbuvable. Et ensuite, on va approfondir. Regardez, bah voilà, dans du cycle 1 à 3, comment ça s'enseigne, qu'est-ce qui se passe là-dedans pour chaque domaine. On va aussi acquérir évidemment tous ces éléments de vocabulaire. On le reverra en didactique, mais de toute façon, ça vaut le coup de le voir par plusieurs professeurs. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un objectif? Qu'est-ce que c'est une séance, une séquence? Comment on construit? Qu'est-ce que c'est que la démarche d'investigation, la démarche de création? Tout ce genre de choses qu'il va falloir maîtriser, qui sont quand même vraiment des invariants, et il faudra que vous les ayez. Donc ça, on va le faire ensemble. Et c'est une épreuve écrite. Donc là, bah pareil, entraînement. Et comme la maths et le français, va y avoir un enjeu de rédaction, va y avoir un enjeu de temps, parce que c'est 3 heures pour répondre, et donc concours blanc avec des séminaires de correction et la vidéo correction de vos copies. J'ai oublié de le dire, chez nous, on a une façon un peu originale de corriger, c'est-à-dire que vous recevez la copie PDF, bien entendu comme tout le monde, mais vous recevez aussi une vidéo d'un correcteur qui vous explique bah, là où ça va pas, et qui vous donne des conseils.
Donc ça, c'est surtout à distance et quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment mieux, hein, parce qu'une copie PDF comme ça, c'est un peu difficile parfois, alors que là, ça vous permet d'avoir un vrai retour. Donc ça, c'est sur l'épreuve d'application. Alors, donc là, on a fait le tour des épreuves d'admissibilité. Vous l'effacez. Ça va être assez sportif, hein. Il va falloir passer les 3 de suite. Ensuite, on va attendre un peu. Résultat d'admissibilité, je passe ou pas les oraux. Alors, comme je vous le dis, on te rappelle, les oraux, c'est 2/3 des points. Donc, surtout, on n'attend pas d'avoir ces résultats pour travailler ça. Et surtout, cette terrible épreuve orale de leçon. Alors, terrible épreuve, je dis ça parce qu'elle fait beaucoup de points, mais elle ne fait pas si peur que ça. Donc là, vous allez avoir 2 heures de préparation. Vous allez avoir 2 sujets, hein. Un sujet de maths, un sujet de français. Chaque sujet va y avoir des documents d'accompagnement. A priori, ça devrait être des productions d'élèves, des manuels, ce genre de choses. Des programmes, hein, par exemple. En fait, c'est vous mettre dans la peau d'un enseignant. Moi, quand j'ai montré cette épreuve-là, quand on en a discuté avec nos professeurs qui vont faire les cours, ils m'ont dit, bah, écoute, moi, ça me rassure parce que c'est vraiment mon métier. C'est ça, c'est j'ai des documents, j'ai un sujet enseigné, je vais devoir concevoir et animer une séance. Et donc, les profs de didactique étaient plutôt contents parce que là, on est vraiment dans une épreuve, encore une fois, professionnalisante qui se rapproche du métier. Et donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, vous allez devoir, à partir de ces documents, concevoir et animer peut-être une séance d'enseignement à l'école primaire. Donc, vous allez devoir montrer comment vous l'avez conçu et comment va se faire l'oral. On aura bien sûr plus de précision sur le déroulé de l'oral, mais c'est comme ça. Alors, comment ça va se passer? Donc, 2 heures de préparation. Là, vous avez les 2 sujets, maths et français avec les documents, hein, comme un prof. Quand un prof, il a les programmes à côté, il a des manuels, et à partir de ça, il fait sa séance. Et donc, vous allez avoir 30 minutes de français, 10 à 15 minutes pour exposer ce que vous avez envie de faire, 20 à 15 minutes d'entretien selon la durée de l'exposé. Idem pour les mathématiques, l'épreuve est finie. Donc ça, c'est la plus grosse épreuve, c'est ce qui vaut le plus de points. Donc là, il va falloir à la fois maîtriser. Ah oui, non, pardon. Sur les sujets, ça c'est important aussi. Le sujet de leçon, c'est donc dans l'enseignement du français, dans celui des mathématiques. Donc ceux qui font de la didactique en ce moment, qui ont vu à peu près tous les domaines d'enseignement. Donc en français, on a écrire, lire, l'oral, ce genre de choses. En mathématiques, le calcul, la géométrie, tous ces genres d'éléments que vous avez peut-être déjà vus. Donc ça, l'enseignement de ces domaines à l'école élémentaire. Et donc, a priori, il y aura quand même, dans l'année scolaire, vous allez savoir le niveau, hein, parce qu'on ne peut pas faire une leçon sans avoir le niveau. Et vous allez devoir présenter donc, ce que vous allez faire dans la séance, en fait, comment ça va se passer, en fait. Et important, vous allez répondre aux questions tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques, donc qui vont vous interroger à la fois sur le fond et la forme de votre leçon, si on peut dire ça plus simplement. Je sais, ça vous fait peur. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre assez longtemps en avance et ça se fait tout à fait. Donc, il y aura quand même un dossier, hein, on ne vous partez pas sans rien avec juste un petit papier sur enseigne le calcul. Hein, vous allez avoir un dossier assez fourni avec des documents qui vont vous aider, bien entendu, à orienter votre réflexion. Donc, il y a toujours quand même, on ne peut pas enseigner les maths et le français sans maîtriser, hein, on revient aux savoirs fondamentaux qu'on avait vus avant. Vous allez devoir vous mettre dans la peau d'un professeur des écoles, donc ça c'est un enjeu, hein, c'est un enjeu qui est déjà là aujourd'hui, mais là vous l'avez aussi là-dessus. Et il va falloir connaître les programmes, même si vous l'aurez sûrement à disposition, il va falloir un peu savoir où ça se situe, comment ça s'enseigne. Et donc là, ce n'est pas tout à fait l'équivalent des parties didactiques, parce qu'on va être à l'oral et qu'on va être plutôt dans une posture professionnalisante, mais voilà, ça peut se rapprocher sur le fond des connaissances à savoir, on s'approche quand même de cette partie-là, hein. Donc voilà pour cette épreuve. Alors, donc nous, comment ça va se faire? Là, on va reprendre les bases pareilles, hein. C'est quoi les domaines d'enseignement du français, les domaines d'enseignement des maths. Il va y avoir de toute façon une base de connaissances à acquérir. Donc ça, c'est inévitable, hein, surtout si vous n'êtes pas du milieu de l'enseignement, il y a des choses à revoir. Ensuite, on va faire de la méthodologie, tout simplement. Comment on conçoit une séance, comment cette séance est construite. On va commencer par là, petit à petit. Analyser. On va commencer par analyser. C'est plus facile, hein. Qu'est-ce qu'on peut détecter? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et puis après, concevoir. OK, j'ai ça comme sujet. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? Quelles sont les étapes pour la conception d'une séance? Comment je définis un objectif? Comment je définis un temps? Tous ces genres d'éléments, on va les voir ensemble. Il y aura évidemment là, on n'est pas sur des entraînements écrits, hein. Tout ce qui est à l'oral doit être fait à l'oral. Hein, vraiment, faire des entraînements écrits sur des oraux, c'est contre-productif. Pour faire des brouillons, oui, mais le vrai entraînement, c'est à l'oral. Donc là, il y aura des simulations orales à distance. Vous allez avoir des simulations orales commentées. On va avoir des étudiants passer sur des sujets
et ensuite décryptés par un jury. On est en train de les faire en ce moment pour la prépa 2021 et ça, c'est pas mal pour vous projeter dans l'épreuve. Et vous allez avoir, ça c'est vrai qu'on le met ici, mais vous allez l'avoir pour toutes les matières. Nous, on fait ce qu'on appelle des focus transversaux sur qu'est-ce qu'enseigner, sur les programmes, sur des points spécifiques tels que la maternelle qui vous permettront de vous aiguiller dans toutes les matières. Donc ça, pardon, moi j'oublie de vous dire, là pour la préparation anticipée, on y reviendra, c'est remise à niveau maintenant et il y aura des premières découvertes de ces épreuves avant l'été. Alors après, vous avez bien sûr dans votre espace tout au long de l'année. Hein. Mais on commence dès maintenant parce que, vous avez vu, il y a du boulot. Hein. Il ne faut pas attendre la rentrée pour s'y mettre. Hein. C'est trop du temps de perdu si vous êtes sûr maintenant. Vous passez le concours l'année prochaine, il ne faut pas attendre. J'y reviendrai. Alors, on y va sur la deuxième épreuve orale. La deuxième épreuve orale d'entretien. Donc là, il y a 30 minutes de préparation, puisqu'on a un sujet d'EPS, 1h05 de passage. Alors, EPS, on a un sujet où vous allez, le candidat va devoir élaborer une proposition de situation d'apprentissage. On va y revenir. Et ensuite, deuxième partie, motivation et connaissance du système éducatif. Donc là, vous allez devoir faire une présentation de 5 minutes sur vous-même, pourquoi vous voulez devenir professeur des écoles. Hein, c'est un peu l'entretien, le pitch quoi, sur vous-même. Et aussi, donc ceux qui ont déjà fait pas mal d'entretiens d'embauche, vous avez peut-être une carte à jouer. Et deuxième élément, montrer la connaissance du système éducatif. Donc là, c'est les droits et devoirs des fonctionnaires, comment ça fonctionne l'école, les différentes entités, tout ça. Alors, ici, donc, on a 30 minutes de préparation, 15 minutes pour répondre au sujet d'EPS. Le reste du temps, on a l'entretien sur l'EPS, on va poser des questions. Ensuite, 5 minutes de présentation, 10 minutes d'échange sur la motivation et 2 mises en situation de CSE, de connaissance du système éducatif. Vous avez vu, il y a beaucoup de parties, ça va s'enchaîner vite, il n'y aura pas beaucoup de temps. Donc, ce que vous allez devoir dire, il faudra que ça soit bien travaillé. Hein. Alors, en EPS, là, on va vous donner un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance. Exemple, on en parlait avec Hervé la semaine dernière, mais notre prof d'EPS, ça va être, par exemple, je ne sais pas, vous avez une classe de tant d'élèves, objectif peut-être améliorer la cohésion dans cette classe. Ça, c'est vraiment dit au hasard. Et là, vous allez devoir, à travers ce sujet, alors on ne sait pas encore s'il y aura des documents support ou pas, mais proposer une situation d'apprentissage avec une APSA support. Donc, on va prendre la bonne APSA. Par exemple, si c'est quelque chose où il faut développer la créativité, on aura peut-être tendance à prendre l'APSA danse plutôt qu'activité athlétique. Là, je dis ça comme ça, mais ça, c'est des termes qu'il va falloir apprendre. Les APSA, c'est les activités physiques, sportives et ou artistiques, en gros, qui sont enseignées à l'école primaire. Et vous allez devoir choisir voilà, une situation. Donc là, ils insistent pas mal sur le développement et la psychologie de l'enfant. Hein. Bah, oui, tout simplement. On ne fait pas courir des enfants de maternelle pendant 3 heures. Ça peut sembler simple, ça c'est vraiment une caricature, mais il va falloir aussi apprendre comment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui est possible de demander à des enfants aux différents âges. Donc, il y a du théorique. Il ne faut pas se leurrer. Il y a de la connaissance à avoir. Il va falloir apprendre sur le développement de l'enfant, sur l'éducation à la santé. Il y a un aspect réglementaire. Ça va être une épreuve où on va voir si vous êtes capable de mettre en sécurité les étudiants aussi. Donc, il ne faudra pas dire de bêtises du style bah là, je les laisse aller courir, faire 3 tours du stade tout seul. Enfin, je ne sais pas exactement, sans surveillance. Et puis, je reviens après avoir fait avec un groupe, je reviens avec l'autre. Voilà, il y a un enjeu de sécurité aussi. N'oublions pas, on n'oublie pas que chaque épreuve, le jury en face de vous, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, est-ce que je le veux comme futur collègue? Est-ce que je veux qu'il ait des enfants en charge à la rentrée? C'est ça, en fait, la base de ces épreuves. Donc, voilà. Donc, nous, évidemment, on va faire vraiment des lives où on va parcourir un peu la place de l'EPS à l'école. On va traiter des sujets ensemble. Hein. Dans ces lives, on va regarder un peu, justement, en fonction de tous ces objectifs. Il y en a plusieurs identifiés. Quel APSA on met en face? Et après, des petites informations sur ces APSA, évidemment, pour les maîtriser. Donc, il y aura une partie connaissance et une partie méthodologie dans chaque cours. Et donc, des sujets types, évidemment, traités et des simulations orales. Ça, c'est toutes les épreuves orales, on fait comme ça. Alors, la deuxième partie, motivation et CSE. Donc là, il y aura une petite fiche de candidature à remplir. Je vous rassure, à la base, il devait y avoir une lettre de motivation, il n'y en a plus. Donc, c'est en gros votre parcours, vos diplômes, ce genre de choses. Vous allez vous préparer, vous présenter pendant 5 minutes. Donc là, il y a un enjeu parce qu'il va falloir que vous arriviez à montrer un peu, donc ça c'est mentionné, hein, si vous avez des travaux de recherche, des enseignements, des stages, l'engagement associatif, mais voilà, à montrer qu'est-ce qui, dans votre parcours,
peut vous pousser à devenir professeur des écoles. Alors vous allez me dire peut-être là, mais moi j'ai rien dans mon parcours, mais si, on trouve toujours. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de cohérent, et si vous êtes là aujourd'hui pour devenir professeur des écoles, c'est qu'il y a des éléments dans votre vie qui peuvent le montrer, et ça va falloir le travailler. Effectivement, c'est un enjeu, mais comme je vous dis, pour ceux qui ont déjà eu pas mal d'entretiens, c'est un entretien d'embauche un peu, c'est ça cette partie un peu motivation. En gros, il ne va pas falloir dire que vous voulez être professeur des écoles pour avoir plein de vacances et finir à 16h30, par exemple. Mais il va falloir montrer qu'il y a un engagement de votre part. Ça peut faire peur, mais je vous jure que c'est tout à fait faisable. Ensuite, un échange avec le jury sur vos motivations. Et puis, donc ça, c'est la grande nouveauté de cette année. Ça n'y avait pas l'année dernière. Et puis ensuite, CSE, donc connaissance du système éducatif, où là, on a 2 mises en situation professionnelle, une d'enseignement, l'autre en lien avec la vie scolaire. Alors, il faut attendre aussi encore un peu des sujets. Mais donc là, ça peut être, je ne sais pas, un parent arrive en plein conseil de classe, que faites-vous? Enfin là, je dis n'importe quoi, mais ça, c'est vraiment une situation de classe, quoi. Et donc, là, va falloir maîtriser tout ce qui est les valeurs de la République, le droit et le devoir du fonctionnaire, ce genre d'éléments. Donc, il va falloir travailler son discours sur vous-même. Hein. Votre présentation de 5 minutes, il va falloir qu'elle soit nickel, rodée, parfaite, enfin répétée. Hein. Vous n'allez pas la travailler juste avant. Ça va falloir travailler toute l'année. Travailler, bah, là, les grands classiques de la CSE, c'est de la connaissance aussi. Hein, les difficultés, les valeurs à l'école, qui sont mes interlocuteurs, les instances, tout ça. Va falloir se mettre dedans. Et donc là, nous, on aura des cours tout au long de l'année pour vous aider à définir justement quelles sont vos motivations, comment les mettre en avant. Hein. Des cours en direct sur tous les grands thèmes de CSE et encore une fois, des simulations parce que c'est ça le vrai entraînement. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, cette épreuve, elle est sur 22% des points. Donc ça va être aussi une épreuve importante. Ensuite, il y a une épreuve cette année, grande nouveauté. C'est l'épreuve facultative de LVE. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est vrai que Jean-Michel Blanquer remet vachement les langues vivantes, l'enseignement des langues vivantes étrangères, c'est ça la LVE. Ah, vous allez devoir vous y mettre aux acronymes. Hein. Et donc, pour aussi un peu plus valoriser ça, il permet aux gens, aux candidats, pardon, n'importe quoi, de passer une épreuve optionnelle. Donc là, il y a 30 minutes de préparation, 30 minutes de durée, aux langues les plus enseignées à l'école, donc anglais, espagnol, allemand, italien. Là, c'est noté sur 20 points. Seuls les points au-dessus de 10 comptent. Donc, si vous maîtrisez un peu une de ces langues, ça vaut le coup de se jeter à l'eau. Et donc, vous allez avoir un document support didactique et pédagogique et vous allez devoir expliquer comment vous l'incluriez dans une séance et ou une séquence. Donc, il y a un peu de travail de méthodologie d'enseignement des langues vivantes étrangères. Donc voilà, présentation, donc là vous avez 30 minutes de préparation, ensuite on présente dans la langue le document, hein, choisi, donc il faut bien s'exprimer, c'est un niveau B2. B2, vous pouvez retrouver les référentiels sur, c'est un référentiel européen, vous tapez B2 anglais, vous avez à peu près ce que vous devez savoir. C'est une maîtrise de la langue, vous pouvez vous exprimer sur à peu près tous les sujets, mais vous n'êtes pas forcé d'être complètement bilingue. Voilà, on n'attend pas de vous ça, mais il va falloir une certaine maîtrise. Un exposé ensuite en français où vous expliquez comment vous intégreriez ce document à une séance. Et puis ensuite, on échange encore, entretien dans la langue. Donc, il faut une sacrée maîtrise de la langue. Hein le document 2 pages max, ça peut être une séance, un document d'évaluation, une production d'élèves, voilà, ça, on attendra aussi les sujets zéro. Vous allez avoir droit à un dictionnaire monolingue ou bilingue, donc pour vous aider s'il y a des termes que vous ne connaissez pas dans les documents. Maintenant, pendant l'oral et l'entretien, vous n'allez pas pouvoir chercher vos mots dedans, et puis il ne faut pas perdre trop de temps. Hein. Donc, clairement, il ne faut pas partir de zéro. Si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ne partez pas sur l'anglais. Si vous avez une certaine maîtrise, il va peut-être falloir que vous retravailliez un peu la langue pour vous remettre à niveau, voilà, mais ça c'est possible. Si vous parlez déjà bien, il faut y aller, c'est sûr. Voilà. Donc nous, on n'aura pas des cours de langue à proprement parler, parce que ça c'est vraiment à tout à chacun, il y a des niveaux trop hétérogènes. Par contre, de la didactique des langues, commencer l'enseignement des langues vivantes étrangères à l'école, la pédagogie, la didactique dans la langue choisie, et ça sera une simulation orale sur cette épreuve. Alors ça c'est une option, ce n'est pas inclus dans la préparation complète, puisque c'est une épreuve facultative, et elle n'est pas encore en vente cette préparation, ça le sera dans le cadre de notre préparation annuelle, mais on la rajoutera en plus dans l'année. De toute façon, déjà, il y a pas mal de boulot en ce moment sur le reste. Alors là, j'ai fini sur les épreuves.
Donc oui, Émilie, on va pouvoir l'intégrer en cours de préparation. Vous offrez le champagne aussi quand on a réussi, me dit Amélie. Ah bah oui, on fait un goûter. Normalement, si le Covid le permet, l'été, chez nous, le juillet, un samedi, et on offre le champagne, effectivement. Pas que à ceux qui ont réussi d'ailleurs, parce que les autres aussi, ils en ont bavé. Hein. Mais voilà, mais si Covid permet, c'est compliqué en ces moments. Alors, là, j'ai fait quoi? Là, on a vu ensemble toutes les épreuves. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour vous organiser dans l'année. Il va falloir que vous vous diagnostiquiez un peu, ce que j'appelle un petit diagnostic, mais c'est identifier un peu vos forces et vos faiblesses. Déjà, vous le savez, le CRPE, vous peut-être pas, c'est vrai qu'on peut le dire, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, c'est un concours au niveau académique. Donc, c'est des attendus nationaux, c'est des épreuves nationales, mais vous postulez dans une académie. Donc, il va falloir que vous la choisissiez, cette académie. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire dans plusieurs académies, vous n'en passerez qu'une, mais il faut vous poser ces questions. Si vous allez dans une académie, ça implique quoi? Ça implique avec des académies plus dures que d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que y a pas assez de postes et il y a beaucoup de candidats. Et oui, tout le monde a envie d'aller dans le sud. Et donc, les académies de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux sont assez spotées, privilégiées, et à contrario, il n'y a pas assez de postes pour le nombre de candidats. De l'autre côté, on a Créteil, Versailles, toute la banlieue même, Paris, hein, la région francilienne, qui fait moins rêver et où on a beaucoup de besoins parce que région très dense, beaucoup d'écoles, donc beaucoup de postes. Et là, on a en proportion moins de candidats, donc on prend plus de monde, tout simplement. Donc le choix de l'académie, c'est un choix sur le niveau à atteindre. Il va falloir être plus performant dans les académies difficiles. Ça, vous retrouvez les statistiques sur Internet sans problème. Et aussi, deuxième différence, c'est là où vous allez vivre. Hein. Donc se dire, moi je veux l'académie la plus facile parce que je ne suis pas trop sûre de moi, oui, mais vous allez devoir vivre au moins 10, 15, 20 ans avant d'avoir votre mutation si vous voulez repartir dans le sud par exemple et que vous prenez Créteil. Donc ça c'est vraiment un choix à se poser. Vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite, mais il va falloir y réfléchir. Ensuite, où vous en êtes dans vos études? Qui êtes-vous exactement? Mais voilà, quel est votre niveau? Vous avez déjà fait des maths, du français, ça vous permettra d'ajuster. Hein, et même si vous êtes chez nous, on donne une formation la plus complète possible. Et après, l'idée, c'est que vous vous aiguillez, vous piochez dedans en fonction de vos besoins. Si vous avez déjà un master de maths, vous n'allez pas vous faire les remises à niveau. Vous allez peut-être faire des petits exercices pour vérifier que la bisectrice est toujours là. Mais on ne va pas refaire toutes les vidéos. A contrario, les maths, ça n'a jamais été votre fort. Vous êtes plutôt unitaire, vous n'aimez pas ça. Là, vous allez voir découvrir Louis, faire les bases des mathématiques et vous allez vous y remettre. Ça, c'est important de se le poser comme question. Idem, si vous avez une expérience professionnelle en milieu scolaire, si vous avez des stages, des vacations, si vous avez été auxiliaire, AED, si vous avez été AESH, tout ce genre de choses, vous avez déjà évolué dans le milieu scolaire, c'est un plus et ça va vous permettre aussi d'estimer le volume de révision. Important, votre niveau d'orthographe. Hein. Encore une fois, il ne faut pas se le cacher, vous allez être professeur des écoles, vous devez bien écrire. Hein. Vous ne devez pas faire trop de fautes, vous devez vous améliorer. Si vous avez un niveau pas top, ce n'est pas grave, mais il va falloir vous y prendre dès maintenant. Il va falloir prendre en charge cette rédaction et commencer à lire à nouveau, commencer à vous corriger. Hein. Ça, c'est des bons exercices. Hein. Essayer de se corriger, de se relire à chaque fois, d'essayer d'identifier ses fautes, tout en faisant la remise à niveau de grammaire. Ça, c'est important. Idem sur votre aisance orale, si vous êtes hyper timide, ça va être un sacré boulot parce que vous avez 2 oraux, vous avez une phase d'entretien, puis encore une fois, vous allez être maîtresse à la rentrée, donc vous allez avoir 30 personnes tous les jours devant vous. Donc il va falloir travailler. Ce n'est pas un handicap, c'est juste qu'il faut être conscient de ses forces, de ses faiblesses pour avancer. Donc ça, c'est une première chose. Et vous allez devoir prioriser. Vous avez un niveau cata en orthographe, là, vous commencez par la grammaire. Hein. Vous commencez par la grammaire, vous commencez par ce genre de choses. C'est les maths, vous commencez par les maths. Enfin voilà, ça va vous aider aussi à identifier un peu quels sont vos axes et comment organiser vos révisions. Donc ça, c'est très important. Alors, de faire ce petit diagnostic préalable. Ensuite, on va définir comment on sait comment on va pour réviser. Alors, c'est un peu dur. Ça, je vous ai dit, la remise à niveau en maths et français, vous la fassiez avec nous ou pas, c'est la base pour moi pour être serein par la suite, parce qu'il y a trop de choses après et c'est bien d'être bien serein ici. Pour l'épreuve d'application, donc là, l'idée, c'est que vous commenciez à regarder un peu les 3 domaines proposés et que vous essayez de vous projeter sur un pour vous lancer dans les révisions. Et très bonne remarque aussi sur le PSCSE. Vous avez alors, il faut voir avec le Covid, c'est une bonne question. Normalement, les oraux sont publics.
Donc, si vous passez le CRPE l'année prochaine, allez voir les oraux de votre académie. Alors, on attend, vous vous renseignerez auprès de l'académie, mais allez les voir. Ce n'est pas exactement la même épreuve, certes, mais il y aura de l'EPS, il y aura de la CSE, et les jurys, ça va être les mêmes personnes. Ça vous permettra de vous projeter dans l'épreuve. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire, donc notez-le. Les oraux, ça a lieu entre mi-mai et genre la deuxième semaine, et mi-juin à peu près, début juin. Donc, essayez de vous noter cette plage et d'essayer de voir avec votre académie si vous allez pouvoir le passer. Alors là, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas sûrs, ils sont en hésitation. Plus on hésite, plus vous perdez de temps. Donc là, posez-vous sérieusement la question. On n'est pas en retard. Et ça, alors là, vous êtes les plus en avance. Et moi, je vais vous dire un truc, ceux qui ont la préparation anticipée chez nous, donc qui sont pris le plus longtemps en avance, l'année dernière, c'est 70% de réussite. On est à 63% à toutes nos prépas. C'est sans surprise, c'est ceux qui réussissent le mieux. Parce qu'il y a plus d'entraînement, il y a plus de cours, ils ont plus longtemps pour s'y prendre. Donc, tant qu'on est là, ça, c'est une préparation où les inscriptions vont être ouvertes jusqu'à mi-avril, mais là, les remises à niveau sont mises en ligne au fur et à mesure dès maintenant. Hein. Mais donc, tant qu'on est à ce niveau-là, on n'est pas en retard. Donc, vous ne mettez pas un stress, il faut que je me décide. Mais c'est vrai que si vous avez le doute, c'est bien de s'en débarrasser. Donc là, vous y allez pas, quoi. Faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous voulez vous reconvertir ou pas? Pour ceux qui sont en Master MEF, a priori, pour vous, c'est bon, la décision est liée. Pour ceux qui ne le sont pas, voilà, faut vous décider maintenant. Parce que quand c'est trop d'être dans ce flou, je sais pas, je regarde un peu, c'est de la perte de temps. Alors que là, votre premier objectif, c'est d'avoir une réponse à cette question. Et ça, le plus vite possible. Pour pouvoir ensuite passer à la deuxième question, comment je me prépare? Comment je me prépare? Parce que quand vous vous décidez, là, il ne faut plus perdre de temps, il faut y aller à fond. Hein, on n'y va pas pour voir, on y va parce qu'on veut devenir professeur des écoles et donc on y va à fond. Et donc là, pareil, se poser la question, est-ce que j'y vais seul ou accompagné? Pourquoi je vous dis de vous poser la question à ce moment-là? C'est parce que si vous commencez seul, vous pouvez le faire seul, mais si vous avez un doute, posez-vous vraiment bien la question. Parce que sinon, vous allez commencer, partir un peu dans plusieurs sens, et après, vous allez devoir réapprendre une méthode, réapprendre des choses. Et c'est encore une fois une perte de temps. Vous allez voir comment le temps est précieux cette année. Oups, pardon. Et ne pas oublier quand même, hein, l'important, c'est le jour J. Donc, tout ce que vous allez faire cette année, c'est de l'entraînement. Ça ne préjuge en rien de votre prestation. Donc, l'important, ça sera l'année prochaine, comment vous allez être on n'a pas encore les dates du concours, mais quand vous allez être à l'épreuve, la première épreuve, comment ça va se passer. Alors, un préparationnaire, il a 3 rythmes dans l'année de préparation. Il y a la planification annuelle. Comment on organise son temps sur l'année? Ça, je vous ai déjà dit, là, on commence par la remise à niveau. Alors, après, c'est nous ce qu'on fait. Hein. Là, sur l'année, on commence par la remise à niveau de maths et français. On découvre un peu les épreuves orales, la didactique avant l'été. L'été, on se fait une petite pause parce que l'année d'après, ça va être chaud. Et donc là, on se fait quand même, on profite, on révise ce qu'on n'a pas revu pour être béton à la rentrée, où là, on aura été parfait sur le maths et français, on aura commencé à voir les programmes parce que c'est un sacré morceau, on aura vu pas mal d'éléments didactiques. Donc ça, c'est l'objectif, par exemple. Enfin, ça, je vous dis, c'est le conseil que nous, on va donner aux élèves, donc je vous le donne aussi. C'est comme ça qu'il faut mieux s'organiser. Parce que de toute façon, on le sait très bien, là, on est quand même dans un temps lent, donc c'est difficile d'y aller à fond en ce moment. On le sait, c'est trop loin. Voilà, c'est psychologique, c'est comme ça. C'est pas grave, il faut le prendre en compte. Et entre septembre et avril de l'année prochaine, là, le rythme est plus soutenu et on a des échéances plus proches et on commence à s'entraîner très tôt aux épreuves. Donc ça, c'est la planification sur l'année. Bien identifier les moments. Il y a les inscriptions aussi qu'il va falloir faire au concours à un moment, parce que les inscriptions, il va falloir vous inscrire, c'est un concours de la fonction publique, donc pas louper cette étape. Voilà, il va falloir identifier ça. Et si vous avez des contraintes personnelles sur l'année, je ne sais pas, j'ai le mariage de temps cet été, je travaille à côté. Et moi, le mois de, je sais pas, le mois de mai, dans mon boulot, c'est je peux rien faire. Bah, c'est pas grave. Si c'est identifié dès maintenant un peu vos grosses périodes, et ben vous vous organisez autour de ça. Il ne faut pas, ça je vais revenir dans la planification hebdomadaire, il ne faut pas vous dire ok, il faut que je fasse rentrer ça et tant pis, j'ai qu'à moi me plier à ce que je me demande. Non, vous avez des contraintes, c'est normal, vous avez une vie à côté. Et donc il faut que votre préparation s'organise autour de ces contraintes. Donc ça se fait sur l'année, grosse période à voir. Pareil, hein, l'été, j'ai les enfants souvent à la maison, donc je vais pouvoir moins bosser. C'est pour ça aussi que nous, on ne met pas trop de cours, on sait que c'est plus compliqué. Donc là, c'est plus difficile. Voilà, ce genre de choses, il faut les identifier dès maintenant. Alors, sur la semaine, là, c'est un peu pareil. Il va falloir que vous identifiez vos contraintes récurrentes. Hein. Faut pas, encore une fois, il faut construire la préparation autour
de sa vie. Et donc, bah, je sais pas, j'ai mes enfants, je suis divorcée, j'ai mes enfants une semaine sur 2. Et ben, on met pas la même intensité de préparation la semaine où ils sont là que là où ils sont pas là. J'ai tennis le mardi parce que c'est mon moment favori, j'adore le tennis. Bon, en ce moment, c'est plus compliqué pour les sports, mais bon, je sais pas, je fais mon yoga en ligne le lundi soir. Eh bien, je ne bosse pas le lundi soir parce que c'est mon moment à moi et je veux le prendre et vous avez raison, hein, c'est un marathon sur lequel on s'engage. Et donc, on construit autour. Mercredi après-midi, il y a les enfants à la maison. Eh bien là, je me mets moins de séances. Ou au contraire, ils font leurs activités, là j'ai du temps, eh bien, on se met des séances de travail. Donc c'est vraiment, on identifie ses contraintes. Et dans les trous, eh ben, on réserve des plages de travail. Pas plus de 2 heures à chaque fois. On alterne les matières, s'il vous plaît, ne vous faites pas 10 heures de français de suite, c'est le meilleur moyen de se dégoûter. Donc, il faut alterner. En plus, ça permet d'améliorer la mémorisation quand on passe d'un sujet à l'autre et qu'on y revient, ça fait un effort pour se souvenir. Donc, c'est important. Et surtout, aussi, on respecte son rythme naturel le plus possible, le plus longtemps possible. Je sais que là, en ce moment, le concours est dans 2 mois, donc ça s'accélère et je vois des élèves qui commencent à se lever de plus en plus tôt, se veiller de plus en plus tard, mais là, vous avez une chance inouïe de vous poser la question dès maintenant de passer le concours pour l'année prochaine. Donc le but, ça va être de préserver votre rythme toute l'année. Bah oui, vendredi, j'ai envie de faire un petit apéro. Eh bien, vous faites un apéro ou de regarder un film à la con à la télé. Bah, très bien, on y va. On se garde ce moment. Le sommeil, c'est la clé de tout. Donc, on ne se couche pas à 3 heures du mat pour finir absolument. C'est pas une bonne chose à faire. Il faut vraiment plutôt essayer de mettre vos plages de travail dans les trous et s'organiser. Par contre, ça demande une organisation minutieuse et de l'anticipation. Ça, c'est clair. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. Donc, nous, c'est une méthode qu'on utilise. Hein, mais voilà, vous faire une liste de to-do. Ça, c'est la 3 parties, les élèves reconnaîtront, c'est un des cours, parce qu'on fait aussi la méthodologie de travail. Mais donc, ce que j'ai à faire dans ma semaine, ce que j'ai commencé à faire, ce que j'ai fini. Voilà une méthode de visualisation. Et très important, très très important, essayez de travailler de façon régulière. Je préfère que vous travailliez 30 minutes tous les jours plutôt que 8 heures tous les 10 jours parce que vous n'avez pas le temps. Alors, si vous n'avez pas le choix, on s'organise aussi. Mais le mieux, c'est de faire un petit peu tout le temps parce que c'est comme ça qu'on active. Quand on travaille de façon très espacée, on n'a plus l'habitude de ce qu'on a fait avant et ça nous prend beaucoup plus de temps. Donc, vous mieux travailler un petit peu, faire des petits exercices de maths tous les jours plutôt que se dire j'attends mon dimanche pour me faire une séance de 4 heures. Voilà pour ça. Donc là, on montrait un élève qui a une courbe régulière et c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Donc, les jours, qu'est-ce qu'on se planifie? On se dit une séance de travail. Alors, une séance de travail, c'est une matière à travailler, un objectif, par exemple. Voilà, là, on s'était dit, bon, ça, c'était sur l'ancien modèle, mais je visionne la RAN sur la RAN, la remise à niveau, pardon, pour un élève manuelien inscrit. Je visionne la remise à niveau sur les mots et la phrase, la partie 1. Ça, c'est ma première séance de travail. C'est une durée de 2 heures, parce qu'il y a 2 heures de module. L'objectif, c'est de la visionner. OK, mardi. Deuxième, j'ai une plage horaire de 40 minutes. Eh bien, ma matière, ça va être encore peut-être soit les maths, soit je reprends cette remise à niveau sur les mots et la phrase. Mon objectif, c'est faire 2 exercices corrigés. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est une séance de travail. Et donc, à chaque fois, se définir ce qu'on va faire et être réaliste. Hein, c'est pas grave, 40 minutes, je fais 2 exercices. Je me dis pas, je fais tout le cours et je fais tous les exercices. Non, j'en fais 2 ou 3 pour bien les intégrer après. Voilà, ça, c'est un genre d'élément de façon de s'organiser. Alors, là, j'ai parlé de l'organisation du temps. Ensuite, on va voir l'importance de l'oral. On l'a vu, c'est 2/3 des points. Et donc, il va falloir apprendre à communiquer. Hein. Donc là, c'est de la communication verbale. Comment j'articule, comment je m'exprime. Est-ce que je m'exprime dans un français correct ou j'ai tendance à avoir des tics de langage? Moi, par exemple, je sais que j'ai eu beaucoup de tics de langage que j'essayais de gommer en me regardant en live. C'est un exercice terrible, mais je pense que j'en ai encore. Mais voilà, j'essaye de les gommer. Ce genre de choses, c'est quelque chose à prendre en compte dès maintenant. Et ça, vous pouvez demander à votre entourage, par exemple. Je suis sûre qu'ils sont au courant de vos tics ou, je vais y revenir après, mais se filmer en train de faire un oral, en train de s'exprimer et s'écouter après. Très bon exercice. Et non-verbal, la posture, le regard, la voix. Est-ce que je suis calme? Est-ce que je bouge beaucoup? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai l'air dynamique? Ce genre d'éléments, ça va être à travailler parce que c'est important pour le jury. N'oublions pas que le métier de professeur des écoles, c'est un métier où il y a de grandes qualités de communication. Vous parlez toute la journée à un auditoire. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est aussi une qualité à observer. Donc, comment ça va se faire le jour J? Eh bien, l'idée, ça va être d'être à l'écoute du jury.
hein, donc vraiment d'être dans une logique. Alors ça, je le dis, mais vous le verrez plus d'un moment dans l'année. Le jury va être là pour vous tester, pour vous titiller, mais il va pas être là pour vous plomber. Donc, il va falloir être dans une posture d'écoute, hein, c'est peut-être vos futurs collègues, donc il ne faut pas vous les mettre à dos. S'ils vous indiquent une direction, essayez de les suivre un peu. Vous êtes là pour avoir pour prouver aussi que vous êtes capable de revenir sur vos positions, que vous avez un esprit critique sur vous-même, c'est très important. L'idée aussi, c'est vraiment de ne pas être sur la défensive. Vous allez me dire: «Mais ça, c'est évident que je ne vais pas être agressif». Oui, mais vous allez voir le jour J, on va vous poser des petites questions, vous allez être super stressé et donc parfois, il y en a d'entre nous, hein, peut-être, on peut avoir tendance à être sur la défensive parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on a l'impression qu'on est mis en accusation. Il ne faut pas oublier que voilà, on est là pour un jury professionnel et donc il ne faut surtout pas réagir par là. Il va falloir ne pas être trop timide, hein, ne pas oser parler, regarder tout le temps par terre. Là, ça va montrer au jury que est-ce que si cette personne elle est comme ça, comment elle va être devant les parents d'élèves là? Ça va pas le faire. Elle ne pourra pas être en classe. Ni complètement familier, pour la même raison. Si vous êtes trop copain-copine, voilà, la distance professionnelle n'est pas là, pareil, ça va leur donner un indice que est-ce que je veux vraiment que cette personne, elle soit en classe, elle soit devant les équipes, devant les parents. N'oubliez pas. Et donc, ça va être un élément à prendre en compte. Et donc, Amélie, tu me dis, l'oral me fait peur car je suis Asperger. La communication avec les enfants, il n'y a pas de problème. Avec les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Dois-je notifier ma spécificité? Alors, il va falloir voir un peu dans la présentation que tu vas faire. Si tu arrives à en faire une force, ça peut être évidemment un élément de motivation aussi. Mais il va falloir que tu travailles. Du coup, Amélie, tu es tout à fait dans le diagnostic. Moi, avec l'oral, avec les adultes, j'ai du mal. Donc, tu vas devoir travailler ça. Tu vas devoir travailler ça dès maintenant. Puisque n'oublie pas que pendant tout ton poste, c'est pas que les enfants, tu as les parents d'élèves, tu as le reste des équipes avec qui tu vas devoir échanger. Et donc, il va falloir que tu puisses communiquer avec des autres adultes. Et donc ça va être un travail particulier pour toi à faire. Et peut-être que tu vas pouvoir regarder aussi pour un aménagement des épreuves, mais avec si tu peux, pour les personnes en situation de handicap, il est possible. Donc, si tu as une RQTH ou que tu es notifié, tu pourras peut-être demander un aménagement des épreuves, mais n'oublie pas que quand même, la communication, ça va être une des qualités à rechercher chez un professeur des écoles, parce que je vous l'ai dit, vous êtes tout le temps à communiquer avec plein de monde. Vous n'êtes pas dans votre bureau, et donc va falloir un peu quand même passer là-dessus. Sans être non plus le roi de la communication, hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un travail particulier que tu vas peut-être devoir faire. Mais je suis sûre que ça va être possible pour toi. Alors, l'expérience, ça, en plus on l'a vu cette année, ça prend d'autant plus d'importance. Mais effectivement, il y a des expériences qui vont pouvoir être valorisées, pas d'autres. Lesquelles? Si vous avez fait des stages en école, à l'école élémentaire ou maternelle, les stages d'observation, de pratique accompagnée, ça, c'est une plus-value. Alors, nous, on peut fournir des conventions de stage pour les étudiants, hein, quand vous êtes inscrits chez nous. Toutes les académies n'acceptent pas les candidats libres. Certaines réservent les stages au Master MEF, donc ça ne sera pas possible pour tout le monde partout, mais c'est une possibilité. Il y a des expériences qui peuvent être valorisées. Tout ce qui est en fait professionnel en lien avec l'enseignement, du soutien scolaire, l'encadrement, si vous avez le BAFA, le BAFD, vous avez travaillé dans ce genre de structure, vous êtes assistant d'éducation, AESH, ATSEM, ce genre de choses, ça peut vous aider. Il y a quelque chose qu'on dit, attention au syndrome de la maman. Il ne faut surtout pas que vous mettiez, ça peut être du papa aussi, en avant vos compétences familiales. Ça, c'est tous les jurys nous l'ont dit. Pourquoi? Parce que là, ça montre une chose, vous n'êtes pas dans le professionnel. Si vous parlez de vos enfants, de comment vous élevez vos propres enfants, on est dans un rapport d'affect, dans un rapport intime, familial, on n'est pas dans le professeur des écoles. Vos élèves, ce ne sera pas vos enfants. Et donc ça, il va falloir que si vous avez des enfants, ça peut être une difficulté, donc il faut en prendre conscience dès maintenant. Et voilà, pas s'appuyer dessus pour dire, moi, vous savez, j'ai élevé 4 enfants, je sais très bien. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas non moins méritant, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça donne un indice à votre jury qu'on n'est pas encore, vous n'avez pas basculé dans le côté pro. Et ça, c'est important. Donc voilà, et ça, on vous le redira dans l'année pour ceux qui sont inscrits chez nous, je vous rassure.
Alors, maintenant, je vais parler effectivement d'être entouré. Donc, entouré, je vais vous parler de notre préparation. On va prendre des questions sur les inscriptions. Essayez aussi de ne pas être seul tout court, hein. Nous, on encourage fortement nos élèves à se mettre en binôme, à se présenter par académie. Il y a des groupes pour qu'ils s'entraident. C'est important de ne pas être tout seul. Ça va être une année dure. Vous allez douter. Et même pour travailler, c'est tellement mieux. Voilà, vous avez des questions, vous récitez des leçons, vous faites des oraux blancs, vous corrigez les copies entre vous. Parce que nous, il y a les entraînements qui sont dans la préparation. Mais si vous pouvez en faire plus et vous corriger entre vous, c'est aussi super. Nous, un des premiers devoirs qu'on fait, et on va le refaire là avec la nouvelle formule, c'est on donne aux élèves les copies, on permet aux élèves de se corriger entre eux. Alors, ce n'est pas une correction de prof, de toute façon, il y en a, ce n'est pas le principe, mais c'est de se mettre dans la peau d'un correcteur et d'avoir un point de vue critique, c'est hyper formateur. Et donc ça, c'est important de vous entourer parce que c'est dur d'être seul. Alors, donc, comment ça se passe notre préparation anticipée? Donc, les inscriptions, là, je vais parler de la préparation, elles ont lieu en ce moment. Donc là, on a commencé à mettre des remises à niveau. Là, on en est à la 4e. Donc, il y a déjà des modules, donc de quoi travailler. On les débloque progressivement jusqu'à fin avril. Hein, donc, maths et français, il y en a 2 par semaine, le mercredi en ligne. Vous avez à chaque fois, du coup, un module vidéo d'environ 1h30, 2 heures et un cours PDF avec des exercices pour vous entraîner. Je vous rassure, c'est pas grave si on n'a pas fini tout en avril. Je vous ai dit, il y aura une grosse pause de l'été, donc on aura le temps de revenir dessus. Mais c'est pour vous donner déjà des bases. Ensuite, là, on va faire de fin avril à fin juin des premiers lives importants pour vous permettre justement de découvrir c'est quoi le PS à l'école, c'est quoi le système éducatif, la didactique, les programmes dont on me parle tout le temps. Voilà, vous permettre de commencer à rentrer dans ces sujets qui vont vraiment devenir votre obsession en cours de l'année. Petite pause estivale quand même pour la reprendre parce que vous n'allez pas avoir tout vu, c'est évident, donc pour se remettre à jour et puis pour recharger les batteries avant d'attaquer. Et là, septembre 2021, épreuve du CRPE. Là, on approfondit, on fait le programme dans toutes les matières. Je vous ai dit, il y a une dizaine de lives à chaque fois dans chaque épreuve et des entraînements à toutes les épreuves. On va avoir des entraînements aux épreuves écrites dès le mois d'octobre. C'est tôt, mais c'est nécessaire pour vraiment vous confronter aux épreuves. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc nous, on a des cours, tous nos cours et nos contenus, et même ce live, c'est accessible en replay. Hein, c'est important parce qu'on sait que vous n'êtes pas... Alors, les cours, ça a lieu, pardon, le soir, en week-end, le soir à 20h. Il y a en ce moment, donc pour les anticiper, il y a 2 modules là. Il y aura 1 à 2 cours par semaine entre avril et juin, puis 3 à 4 à partir de la rentrée. Sauf le PS qui est le dimanche à 17h. Donc ça, c'est les cours en live qui sont accessibles dès le lendemain en replay parce qu'on sait que c'est trop dur toute l'année de vous demander d'être là tous les lundis. Souvent, lundi, c'est maths à 20h. Il se peut qu'un lundi, vous ne puissiez pas. Donc dans ce cas-là, il y a le replay. Des entraînements vraiment calqués sur le concours. Il y a le groupe des étudiants où ça, il y en a beaucoup qui disent que c'est une force, que ce soit le groupe Facebook ou même les autres. Ça vous aide à trouver des gens parce qu'on est vraiment positionné dans toutes les académies. On a même des Polynésiens. Donc, a priori, vous trouverez un binôme. On fait de la méthodologie de travail parce qu'on est convaincu que c'est important de vous aider à vous organiser. Et il y a quelque chose d'un peu particulier aussi, c'est des cours de gestion des émotions et de relaxation. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui ne sont pas fans de méditation et autres méthodes de ce style, mais il y en a beaucoup à qui ça peut apporter. Donc, on a décidé de faire découvrir ça à nos étudiants parce qu'on s'est rendu compte que le stress, ça en paralysait beaucoup. Et donc, ça les aide. Et nous, tous les vendredis, on fait un point à partir d'avril pour les anticiper, ce sera toutes les 2 semaines et à la rentrée tous les vendredis sur les priorités du moment, les questions, répondre aux questions des étudiants. C'est moi ou Anthony, pour ceux qui l'ont déjà vu, les 2 responsables de la préparation, on alterne et on fait un point un peu sur où on en est dans la préparation. Voilà. On a aussi une revue de presse bimensuelle concoctée par Gwendoline pour vous aider à assimiler d'une autre façon, en vous donnant des podcasts, des articles, des reportages, pour vous aider à vous approprier cette fameuse culture professeur des écoles. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, nos engagements, évidemment, c'est que nous, vraiment, tous nos intervenants, on essaye que ce soit des spécialistes. Donc, en maths, vous avez un professeur de maths certifié. En français, idem. Pour la didactique, des enseignants connus et reconnus, pardon, mais qui, voilà, ont une expérience de l'enseignement et de l'encadrement aussi. Et des personnes qui ont surtout une expérience du concours. Hein. Les 99% de nos intervenants, c'est les jurys que vous aurez au concours, donc ils connaissent parfaitement les attendus. On essaye d'être le plus disponible et réactif possible. Nos étudiants vous le diront peut-être, mais voilà, vraiment, nous, notre but, c'est, on sait que vous avez besoin de nous et on est là pour vous, hein, donc le plus possible. Et voilà, vous rejoignez une communauté.
Donc, combien ça coûte tout ça? C'est la grande question, évidemment. C'est 2 400 € pour la préparation, tout compris, sauf les langues vivantes étrangères. Je vous l'ai dit, ça sera une option à rajouter plus tard. Pour l'instant, elle n'est pas disponible. 2 600 € si on veut faire un financement, que ce soit du CPF ou un autre financement externe par une entreprise, par Pôle emploi. Pourquoi? Parce alors, sur le CPF, il y a une certification à passer, ça inclut ce passage. Et pour le financement, il y a beaucoup de temps administratif pour monter les dossiers. Donc voilà, il y a la possibilité d'échelonner jusqu'à 11 fois aujourd'hui, paiement en carte bleue sur notre site. Et pour ceux qui n'auraient pas de CPF et qui ne pourraient pas se permettre, on a un programme qui s'appelle l'égalité des chances, où sur examen de dossier, on vous demande votre avis d'imposition, un dossier de 4 pages à remplir. On peut vous proposer, en fonction de votre situation personnelle, des réductions. Voilà. Si vous avez besoin, donc là je vous dis les grandes lignes, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je pense que Mélina va vous le remettre, mais nous on a des conseillers qui sont là toute la semaine pour répondre à vos questions sur la préparation, sur son financement. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, ou nous contacter par mail, par téléphone, voilà. Et voilà, je vous ai dit tout sur la prépa. Maintenant je vais prendre quelques questions, mais je crois que Mélina a déjà bien répondu. Alors, oui, alors les conventions de stage que vous proposez, c'est pour toutes les académies, tout à fait, mais comme je le dis, comme on te l'a répondu, certaines académies n'acceptent pas les candidats libres. Donc pour les aides, pour la formation, je vous ai répondu. Ça, pour tous les prix, tout ça, je vous laisse prendre un rendez-vous. Je vais vous mettre le lien dans le chat, mais je vous laisse prendre un rendez-vous. De toute façon, il y est vous pouvez le trouver sur notre site, c'est assez facile. C'est mieux pour parler de ça parce qu'en fonction aussi de vous, de votre projet, de ce que vous avez, on va pouvoir vous donner des éléments. Donc, je vous laisse plutôt prendre un rendez-vous plutôt que passer un par un là. Voilà. Connaît-on les académies qui réservent les stages au M2MEF? Non, j'ai pas de liste exhaustive. Ah, très bien. Isabelle. Salut Isabelle. Est-ce qu'on a des informations sur le salaire en tant que PES après obtention du concours? Alors non, ça je sais. Alors ça, je peux vous en parler parce qu'il y a une grosse confusion. En gros, le Master MEF passe en alternance. Donc, les Master MEF vont être en alternance, en formation et en stage à l'école. Comme tous les alternants, ils vont avoir une rémunération équivalente à l'alternance. Si ceux qui ont fait de l'alternance vous le diront, je ne sais plus, il y a des grilles en fonction de l'âge, en fonction du niveau d'études, et donc ça vous donne 800, 900 €. Voilà, pour l'alternance. Les stagiaires seront toujours des fonctionnaires stagiaires rémunérés en tant que tels. Donc, quand vous avez le concours, on sera toujours rémunéré 1 400 € net, plus ou moins. Voilà pour les éléments. Donc, il y a une confusion parce qu'effectivement, aujourd'hui, le Master MEF 2, le M2MEF, pardon, c'est là où beaucoup sont stagiaires. Et donc, on se disait, ah mais non, on va couper en divisant par 2 la rémunération des stagiaires. Non. Il y a le master en alternance, rémunéré comme de l'alternance, et pour ceux qui sont en formation qui ont eu le concours, a priori, il n'y a pas encore eu d'infos, mais vous allez être recruté, vous allez être fonctionnaire, et donc vous aurez quand même un salaire correspondant. Alors, Stéphanie, très bonne question sur le CPF. Alors, pour être éligible au CPF, on a un partenariat avec un certification en langue française, puisque le programme de grammaire reprend vraiment la formation en langue française que propose le Robert. Donc, en fait, vous allez devoir regarder bien attentivement et suivre tous les modules de remise à niveau et passer une certification. C'est un examen d'1h45 qui se fait en ligne, où on repasse ensemble voilà, de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe. Ça vous aide pour le concours et ça vous permet de mobiliser votre CPF. Donc, on ne peut plus s'inscrire à la préparation en mai où la date limite est fin avril, Thomas. Ça ne va pas être la même préparation. Là, on est sur l'anticipé où il y a déjà des cours. Il y aura des cours en live dès avril. Après, on va passer sur notre préparation dite annuelle où là, on va décaler dans le temps et les premiers cours en live seront en septembre et la remise à niveau sera dans l'été. Donc, vous avez plus de cours pour l'anticiper et vous commencez dès maintenant. Voilà, voilà. Écoutez, j'étais ravie de passer ma soirée avec vous ce soir. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous et pour nous poser vos questions si vous en avez encore sur le concours ou sa préparation. On est là pour ça. En tout cas, j'espère, je vous dis que vous vous lancez tous dans un superbe projet. Voilà, il faut bien y réfléchir parce que ce n'est pas un projet évident pour tout le monde, c'est un gros changement de vie pour certains. Mais quand vous êtes fixé, voilà, allez-y, lancez-vous, soyez réaliste sur ce que vous allez faire et pouvoir faire. Ça va être du boulot, ça vous l'avez vu.
Il y a un sacré travail à faire, mais c'est tout à fait faisable. Et là, vous êtes dans une chance. Si vous vous y lancez dès maintenant, vous savez même pas à quel point vous gagnez des points. Vous gagnez en moins de stress, vous gagnez en sérénité et vous gagnez des points tout simplement pour le concours. Je le vois parce que je vous ai dit, c'est notre préparation qui a le meilleur taux de réussite, c'est celle pour ceux qui s'inscrivent maintenant. Donc voilà. Après, c'est une motivation, c'est une préparation longue sur 1 an et demi, mais ça vous permettra d'être plus serein. Voilà, donc je remets le numéro de téléphone, pardon. Alors, on va pas répondre tout de suite, hein. Là, on est fermé, on ferme vers 19h. Mais par plaisir pour vous répondre dans la semaine. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon courage pour ce beau projet. Et puis, à très bientôt peut-être. Donc, suivez notre page, on fait des lives. Alors, on va faire des lives sur le CRPE. On fait une petite correction de l'annale 2020 de maths si vous voulez découvrir Louis Well, notre super prof de maths, le 25 mars, dans un mois, sur la page. Donc là, vous pourrez, alors c'est le CRPE ancien, mais quand même, je vous ai dit, il va faire les parties 1 et 2 qui correspondent à l'épreuve disciplinaire de maths. Donc n'hésitez pas, ça vous permettra de le découvrir aussi. À très bientôt et bonne soirée à tous.